What's up tout le monde, Faberglass de MMA Talk, je suis là aujourd'hui en compagnie de notre ami Carl Deschênes pour vous présenter le preview de l'UFC 247, le retour de Jambon Jones, puis là t'as Max Ironside qui est à quelque part chez eux en train d'être super mad parce que j'ai dit ça. Shout out à toi Max, on est bien content que tu nous écoutes. Et puis ben c'est ça, analyse et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 247, c'est Jones contre Reyes. Il y a d'autres combats, là, on va en venir, je pense pas qu'on est super excités, mais on est là pareil, c'est ça l'important. Avant de commencer, comment tu vas mon Carl? Ah ben là. Ça va bien? Toi? Moi ça va super man, puis là en plus j'ai vu t'as des écouteurs, le son il a l'air meilleur que la dernière fois, je pense qu'on est en business là, pour faire de quoi de vraiment sans coche, hostie. Fait que... Yes. Ben, on va commencer ça. On va commencer ça immédiatement avec le combat principal de la soirée. Jon Jones tente de défendre son titre face à Dominick Reyes. Quelle est ton analyse de ce combat-là? Ouais, ben c'est ça, Dominick Reyes, je pense qu'il est surtout là parce qu'il manque de contender. Là. Je pense pas qu'il mérite vraiment son title shot. Là. Il a seulement battu Weidman, puis Weidman pas mal en fin de carrière. Puis moi, je trouve que Jones a beaucoup plus d'expérience. Après moi, ça va être à son avantage. Puis Reyes, je trouve qu'il est pas assez complet. Je pense qu'il a seulement une bonne main gauche. Je pense que Jones, il a tellement prouvé qu'il est capable de s'adapter face à n'importe quel type d'adversaire. Je pense qu'il va gagner quand même facilement en décision. Décision unanime pour Jon Jones. Écoute, c'est sûr que c'est dur de pick contre Jon Jones. Hein. C'est très difficile. La seule personne qu'on a vu battre Jon Jones dans la vie, c'est Jon Jones. Basically, là, c'est la seule personne qui peut se battre. Bon, on l'a vu encore contre Anthony Smith. Il est cave, man. Il est cave. Je pense que plus le temps avance, plus fortement que je considère l'option que Jon Jones va juste perdre un combat un moment donné de par sa faute, encore une fois. Tu sais, si Anthony Smith avait été un peu plus une bitch, là, on va le dire de même, là, c'est pas super beau, mais c'est pas grave, on dit ça de même. S'il avait plus été une bitch, il était champion du monde. Parce que quand il mangeait le coup de genou illégal, il pouvait juste rester là, puis prendre sa disqualification, puis mon gars, ça aurait été 100% légitime, là. Genre 100% légitime, y a personne qui aurait pu dire « Oh non, c'était vraiment un esti de move illégal, cave, crampe au cerveau. » Fait que, il y a ça à considérer avec Jon Jones, mais je pense que c'est un peu la seule manière qu'on peut passer que Jon Jones perd. L'autre affaire qui me gosse moi un peu, là, faut que je te le dise, c'est qu'il a changé de mentalité dans les derniers combats. Et puis il semble vraiment de plus en plus avoir la mentalité de je vais aller là, essayer de prendre le moins de dommages possible, puis de vraiment comme neutraliser mon adversaire plus que vraiment le défoncer du tout au tout. Si Jon Jones n'a plus besoin de donner un grand effort dans un combat, il le fait juste plus. Il se casse peu la tête avec ça. Et puis, ben, ça peut être dangereux, tu sais, ça peut être dangereux parce que Dominick Reyes, pour toutes les affaires qu'on peut pas lui donner, tu sais, dans ce combat-là, il y a du power. Il y a du power, il y a beaucoup de power, puis si tu fais le cave, il peut te faire payer pour ça. Genre, c'est sinon sa meilleure caractéristique. Puis tu sais, te le cacherai pas, j'aille pas ce qu'il fait là en général, Dominick Reyes. Le fait de le voir ralentir des combats un peu, tu sais, contre Volkan Ozdemir, pis... c'est bon de voir ça. C'est un combat-là. Ouais. Moi, je pensais que Volkan avait gagné. Ben moi aussi. Étrangement, là, les deux derniers combats de Volkan, je pensais qu'il avait gagné contre Reyes, puis perdu contre Rakic. Puis c'est comme l'inverse qui est arrivé dans les deux cas, là. Mais non, c'est ça, c'est vrai que c'était un combat qu'il a peut-être pas gagné, là. Mais je trouve que c'est bon quand même ce qu'il a fait dans ce combat-là. De, tu sais, il est un peu vu comme un bulldozer là avant ce combat-là, un destroyer, là, quelqu'un qui arrive puis genre perd pas son temps avec ça, te rentre dedans, bang bang bang, première ronde, merci bonsoir, puis le fait que tu feras pas ça là à Volkan, là, t'as plus de chances de te faire ça par Volkan que de lui faire ça. Puis Reyes, il l'a compris, ses coachs l'avaient compris. Fait qu'il est arrivé avec une meilleure stratégie dans ce combat-là. Il est arrivé avec une meilleure idée de qu'est-ce qu'il devait faire. Puis, tu sais, oui, il est encore jeune. Oui, il manquait peut-être
un peu d'exécution, peut-être un peu d'activité dans ce combat-là. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'on a vu manquer d'activité récemment, c'est John Jones, là. John Jones a passé à ça de perdre contre Thiago Santos sur un genou. Puis je suis conscient qu'il voulait être prudent à cause de son power. Mais tu vas-tu me dire que si c'était pas juste fâché pis il avait collé 4 à 5 bons leg kicks consécutifs, d'après moi Santos se relevait pas là, dans ce combat-là. Puis on dirait que le killer instinct de John Jones, je pense pas qu'il est plus là, mais je pense qu'il s'en sac trop à Star pour, dans le fond, être vraiment un killer. Il est bien confortable de gagner un combat à la Valentina Shevchenko. Genre, moi être là, m'en faire le moins possible, toujours rester en avant, puis on va gagner à décision, je me ferai pas mal, je serai pas blessé, j'aurai pas, 2 semaines après à boiter parce que je me suis fait mal à un genou, un tibia, ou, toutes les places où c'est que tu peux te faire mal. C'est drôle ça, pareil que mes écouteurs aient tombé genre naturellement de même, man. Mais moi remettre là parce que je veux bien entendre. Non, c'est ça. Fait que j'ai quelques petites craintes. Je pense pas que John Jones va perdre. Là. Il est meilleur debout que Reyes, selon moi. Même si Reyes, c'est sa force debout. Bien meilleur lutteur. J'aimerais ça, je te dirais, dans ce combat-là, voir John Jones juste faire un peu l'inverse qu'il a fait dans ses derniers combats. Ses derniers combats, c'est genre, je vais prendre le moins de dommages possible, donc tu sais, on va étirer ça, garder ça stratégique. J'aimerais ça que dans ce combat-là, ils disent, j'ai envie de prendre le moins de dommages possible, fait que j'arrive, je le take down, je passe sa garde, je prends son dos, puis je le choke. Puis tu sais, John Jones peut faire ça au premier round de ce combat-là, puis s'en tirer avec une victoire, selon moi. J'ai quand même pas confiance en ça, je pense qu'il va gagner par décision, comme t'as dit, mais c'est pas mal ça, je te dirais, mon analyse de ce combat-là. Je suis pas encore dans un territoire où j'ai peur, tu sais, que Jones perde vraiment, mais je pense que ça se pourrait, man, de plus en plus, là. Je pense qu'il manque de contender à 205. Je pense que Jones, après ce combat-là, s'il gagne, va monter en heavyweight. Je pense aussi, puis je me demande vraiment ça va être quoi cette division-là sans John Jones, parce que comme tu dis, c'est comme la seule personne dans la division en ce moment, là. Donc je le sais pas. Corey Anderson, là. Mais... Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, mettons, Jones gagne de justesse, puis dit, ok, c'est bon, je m'en vais à heavyweight, là, j'en ai assez. Tu fais quoi, genre, Reyes contre Anderson, c'est ton gros title match, puis tu penses vraiment qu'il y a une personne sur la terre qui va payer pour voir ça? Non, c'est pas vendeur. Chris, non, mon chum, c'est pas vendeur, pas tout. En parlant de pas vendeur, man, co-main event de la soirée, Valentina Shevchenko, Caitlin Chukagian. Je vais me permettre de juste péter à la coche sur ce combat-là un peu. Ça va être la merde, ça va être poche. Caitlin Chukagian a le pire style, le pire style dans toute l'UFC. Elle est plate, si j'ai de la misère avec, man. Pis genre, c'est que ça pourrait être le fun si Valentina y allait. Mais s'il y a une affaire sur quoi tu peux pas te fier, c'est que Valentina va y aller. Elle y va pas, elle y va jamais. C'est une counter-fighter pure et dure. Puis elle ne se commet jamais. Puis j'ai l'impression que ça va un peu ressembler au match-up contre Liz Carmouche. Ouais, ça avait été plate, ça. Ouais, ça avait été plate, mon gars. Ça avait été... Genre, je pense que c'est le seul main event que j'ai pas écouté au complet l'an passé. Tu sais, c'était la carte de l'Uruguay, là. Il y avait Cyril pis tout. Puis moi, j'étais en vacances, c'était à la pêche. Pis c'est toi qui posais ça à la page d'ailleurs. Fait que quand je suis revenu, j'ai entendu dire que le combat avait été là absolument dégueulasse. Puis je l'ai parti, je vais lui donner une chance. J'ai écouté à peu près 2 minutes et demie. Puis après j'étais sur mon Fight Pass, puis je faisais le plus 30 secondes là, que tu peux faire là. Je faisais plus 30 secondes, je voyais qu'il y avait absolument rien qui avait bougé, les deux étaient en même place à faire la même affaire. Je fais, bon, c'est bon, plus 30 secondes. Fait que je l'ai écouté en plus 30 secondes. J'ai peut-être écouté le combat en 5 minutes, même pas là. Puis je suis presque tombé endormi, fait qu'imagine. Mais, tu sais, Chukagian lance plus que Liz Carmouche. Le problème, c'est que elle a un peu une tendance à la Marina Morose, là, de lancer beaucoup, mais tout dans le vide. Genre, elle a pas...
encore, je te dirais, le meilleur gauge de sa distance. Puis je pense juste qu'elle veut lancer, pour être active, pour, tu sais... Travaille en volume, je pense. Ouais, c'est ça. Mais elle lande pas beaucoup, genre. C'est une fille qui lance beaucoup, mais ne touche pas beaucoup la cible. Il y a beaucoup de punch qui arrivent à ça de ta face, tu sais, quelque part à son bon range pis tout, pis... Je pense que... ben c'est pas, elle est pas de menace, là. Basically, là. Tout ça pour dire que je pense qu'elle est pas de menace. Je pense que Valentina va pogner le premier round tranquille, avoir ses reads. Quand elle va avoir ses reads, elle va le savoir exactement à quel moment counter et de quelle façon. Puis elle va juste toucher avec ses counters puis gagner. C'est une petite décision facile et peut-être pas belle fun. Ouais, moi j'aimerais ça qu'elle fasse un comme Jessica High, en un kick. Je sais pas si ça va. Ça se pourrait, ben j'ai comme... Tu me diras si tu trouves que j'ai raison. J'ai l'impression que quand Valentina knock quelqu'un, c'est comme... On dirait que c'est toujours par erreur. Genre, on dirait, elle l'essaye pas. C'est pas une fait que tu vois setuper, genre, oh, je vais faire telle affaire, là, je vais faire telle affaire, comme là, elle va baisser sa main, pis là, je vais avoir mon high kick. Elle est juste là, pis elle touche avec ses counters. Pis si Jessica High est assez conne pour se colisser tête première dans un high kick, ben, elle va se faire knocker ben raide. Mais on dirait que la seule place que je l'ai vu être agressive, Valentina, c'est au sol. Quand elle take down quelqu'un, là, elle est game de se pogner une bonne position pis du bon ground and pound, mais debout, on dirait que quand elle réussit à finir quelqu'un, c'est plus à cause d'une erreur de son adversaire que d'un bon travail d'elle, je trouve. Je suis d'accord, ouais. Fait que moi j'avais dit Shevchenko par décision unanime. Ouais, ça. Pas mal ça. Ouais. Ben, y a pas grand chose à dire là-dessus, là. Pour être honnête avec toi. On passe au... Probablement le combat où il y a le moins à dire là-dessus. Puis je vais te laisser commencer, voir qu'est-ce que tu n'as à pas dire là-dessus. C'est Juan Adams contre Justin Tafa. Ouais, c'est bizarre que ce combat-là se retrouve aussi haut sur la carte. Ben, c'est parce que Juan vient de Houston. Je pense que c'est comme le fighter local sur la carte, là. Fait que c'est pour ça, là. Hometown Boy, ouais. Ouais, avec Justin Tafa, il est 0-1 dans l'UFC, puis Juan Adams est 1-2 dans l'UFC. Juan Adams, il a perdu ses 2 derniers fights contre Hardy et Boulard. Puis Tafa, lui, il a perdu par KO contre De Castro. Donc, moi, je sais pas trop qui va gagner, mais je pense que je vais y aller avec Juan Adams parce qu'il est un peu plus grand, je pense qu'il est un peu plus athlétique. Puis, je pense qu'il va utiliser sa lutte, puis il va gagner par TKO au deuxième round. Ouais, écoute, j'ai de la misère avec ce combat-là, parce que tu disais, il fiche des gars, Juan Adams a un gain dans l'UFC déjà, mais c'est contre Jean-Chris de la Rocha, man, qui, écoute, pas mal tout le monde qui l'a vu se battre dans l'UFC s'entend pour dire que ce gars-là avait comme pas full sa place là. Fait que, tu sais, aïe, man. Le pire, c'est que j'aille pas la game de Juan Adams. Je trouve ça drôle, là. Un gros tabarnak d'heavyweight gigantesque qui a aucun power pis qui travaille en volume comme si c'était genre un fighter de 135, 145 livres. Fais ça un peu, t'es juste déléché à un moment donné. Ouais, genre, mais il est tellement touchable, là. Il est tellement touchable là, en counter. Il est bon pour se faire allumer. Puis tu sais, il a un bon chin. Puis même contre Hardy, tu vois que... Tu sais, c'est pas... Il a mangé des shots en esti, puis il pouvait pas se déplacer d'où il était, mais on peut pas dire que c'est fait knocker. Il a essayé un takedown, puis... Oh, il a essayé un single leg, puis il est resté sa jambe à manger des claques, puis il pouvait pas vraiment bouger de là, puis là, tu sais, l'arbitre a mis fin au combat, puis c'est sûr que c'est frustrant pour lui, puis il a quand même mangé 40 à 50 coups, là, je pense, par la tête dans cette séquence-là. Mais, tu sais, c'est pas, on l'a pas vu comme d'autres gars, juste manger un coup de Greg Hardy pis le plier, pis tu sais, c'est pas un... Il a l'air d'avoir un bon menton, il a l'air d'être tough. C'est peut-être juste ça qui va le faire gagner contre Justin Tafa, là, dans le fond, pis je pense pas vraiment qu'il va knocker Justin Tafa, mais je pense pas que Justin Tafa, 4 combats pro, fiche de 3-1, s'est fait knocker ben raide à ses débuts dans l'UFC, et ça, parce qu'il était genre vraiment recklessly aggressive, là, genre son agression n'était pas calculée, il est allé all-in sur le gars pis il s'est fait allumer là, tu sais, en retour, pis c'est ça qui arrive, va gagner de l'expérience. Je pense que Tafa, s'il réussit à devenir quand même bon,
va être quelqu'un qu'on va aimer se voir, tu sais, dans l'action, dans la cage. T'as un Australien, un gars de Mark Hunt, le genre de Tite Tuivasa, pis ces gars-là, qui sont pas bons, là, sont pourris même, mais sont le fun, pis c'est des brawlers, pis souvent, soit qu'ils knockent le gars ou ils se font knocker, fait que ça donne de la bonne action. J'ai Adams par décision, par exemple, je pense qu'Adams a vraiment aucun esti de power, pis ça, il va peut-être passer proche une couple de fois, mais je le vois mal knocker Tafa, qui... like en même tough, même si c'est fait, tu sais, genre, allumer raide là son premier combat. Je pense que c'est un esti de punch bien placé, pis tout le monde peut un peu se faire, tu sais, se faire cut là-dessus, fait que... Adams par décision, je l'ai parlé vraiment trop longtemps, man. Ça nous mène à... Mirsad Bektic face à Dan Ige chez les 145 livres. Quand même, ce combat-là, il m'intéresse quand même. Ouais, moi aussi, vraiment, c'est un bon fight, ça. Vas-y. Ouais, donc, Ige, lui, il est sur une séquence de 4 victoires consécutives. Il a battu Kevin Aguilar à son dernier combat. Et Bektic, lui, il a un peu plus de misère. Dernièrement, il a perdu contre Josh Emmett. Il s'est fait knocker par un jab. Moi, je pense que Ige s'est beaucoup amélioré. Puis, je pense que ça va être Ige par KO deuxième round. Man, je pensais y aller avec le pic spécial ici, pis tu fais la même astuce d'affaires que moi. Fait que ça enlève mon effet de surprise, mais ça me confirme que je suis peut-être pas complètement niaiseux non plus de passer ça. Écoute, c'est le cardio de Mirsad. Le Mirsad, là, il est tellement bon, là. Il a un bon debout. Il me fait beaucoup passer à Georges Saint-Pierre dans son style. Le genre d'affaires qu'il veut faire, c'est travailler avec son jab, tu sais, il a du bon striking qui est capable de s'en servir s'il y a à s'en servir, mais principalement, ce qu'il veut, c'est utiliser ses strikes pour set up un takedown. Et puis, il est bon pour se retrouver sur le top, et tu sais, il travaille bien de là. Pas vraiment un submission fighter, là, ce que j'ai cru voir, c'est plus un gars qui aime prendre ses positions, travailler en ground and pound, s'il peut réussir de quoi de là, ben tant mieux. Mais non, c'est pas nécessairement un gros submission threat. L'affaire qui le différencie de Georges Saint-Pierre, puis qui fait de lui un bon combattant qui ne deviendra jamais élite, selon moi, c'est qu'il a vraiment pas un bon menton. Mais genre, vraiment pas un bon menton. On l'a vu... Ouais, c'est ça, exactement. Tu te fais knocker par Elkins, c'est quelque chose. Juste dans son premier combat, le gars s'est fait knocker out cold là, par Chaz Kelly. Il me semble que c'était de quoi d'illégal en plus, fait qu'il a comme eu le temps de s'asseoir là et de récupérer, mais je me rappelle, moi j'avais ultra de hype là, pour ses débuts, puis le bang, il se fait quasiment allumer. Il a battu à ses débuts. Ouais, il l'a battu parce que justement, je pense que le coup qu'il a mangé, qu'il l'a comme knocké, c'était clairement illégal. Fait que là, l'arbitre il a comme donné le temps un peu de reprendre ses esprits, puis il a réussi à reprendre ses esprits puis à aller gagner ce combat-là, mais tu sais, si le move qu'il recevait, qu'il l'allumait de même, était légal, il venait de se faire knocker, tu sais, dans ce combat-là. Là. Je pense que c'est le plus proche du letway en MMA qu'on aura vu, là, dans le sens que le dude, c'est littéralement fait knocker out cold, 2 minutes pour revenir à ses sens, puis il a continué à se battre, tu sais. Fait que, ça m'avait allumé un petit red flag, genre, dès le départ, j'étais là, oh, ok, peut-être pas le meilleur menton du monde quand tu te fais allumer de même par Chaz Kelly, là, on s'entend. Et puis son autre gros problème, qui selon moi va le tuer dans ce combat-là, c'est son cardio. C'est quelqu'un qui... son work rate normal, qui est d'être actif, qui est de pas vraiment prendre de pause dans le combat, il est pas capable de le garder pendant 15 minutes. C'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Et ben c'est à ce niveau-là que je vois Danny Ige prendre contrôle de ce combat-là, parce que je pense pas qu'Ige va gagner. Là. Je pense pas qu'Ige est vraiment meilleur que Mirsad Bektic, surtout debout. C'est un bon grappler par exemple, bonne takedown game, puis quelqu'un qui s'améliore debout. Là. Je pense qu'on a vu, c'est le boy à Punahele Soriano là. Fait qu'on a vu, tu sais, dans ce cas-là, c'est des gars qui travaillent fort sur leur stand-up, des gars qui veulent améliorer cet aspect-là de leur game. Puis je pense qu'on a vu Ige avoir du succès à cet effet-là dans ses derniers combats. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en général. Mais j'ai l'impression que ça va être un combat qui va principalement être gagné par Mirsad, mais qui va devoir travailler très fort. Puis qu'un moment au 3e round, on va voir la baisse de régime qu'on voit. Puis tu sais, Danny Ige, quand il peut sauter sur une occasion de même, il la voit.
Oh, ouais, c'est ça. Très bon finisher, puis c'est là qu'il va... il va juste, d'après moi, là, quand il va réaliser que Bektic manque de jus, c'est là qu'il va devenir un pot de colle, il va te le coller dans la cage, puis il va juste mettre tout son poids d'un côté, essayer de le chavirer, faire un petit leg sweep, un petit trip, un petit quelque chose, pour que ça l'aille au sol. Il va prendre son dos, va le soumettre par Rear Naked Choke. Donc j'ai Danny Gay, Rear Naked Choke au 3e round dans ce combat-là. Et ça nous mène... à un des 3 bons combats de la carte, là, selon moi. Puis ça sera pas bon pour les bonnes raisons, si on s'entend, là. C'est pas genre, si ça va être un bon combat de MMA technique. Non, t'as un gros crise de jambon, qui a du power vraiment étrange, mais aucune technique whatsoever, qui affronte à peu près le plus petit heavyweight au monde, là. Je sais pas, selon moi, Ilir, ça a toujours été un des plus petits 205 livres. Puis oui, tu sais, il est 5 et 8. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense même Lewis va être plus grand que lui. Je pense même DC est vraiment très gros, là, à côté d'Ilir Latifi. C'est sûr que Ilir Latifi est genre super thick, là. C'est pour toutes les 5... Il est à peu près 5 et 8 de large aussi, là, j'ai comme l'impression, là. Puis c'est un gars qui est très puissant. Même s'il est petit, je pense pas que c'est le gars qui va arriver puis va se retrouver à un désavantage physique par rapport au heavyweight. Ceci étant dit, on a vu Derrick être un peu plus actif dans ses derniers combats. Je pense que sa stratégie contre Blaga Ivanov était bonne, vraiment très bonne. Et puis ben s'il se bat de même, je vois pas comment il peut pas battre Ilir Latifi, là, qui on s'entend. Il n'est pas un technical marvel non plus, quelqu'un qui fait bien les affaires, mais quand tu penses à Ilir Latifi, oui, il est capable de pogner un bon choke puis de squeezer tellement fort qu'il va te passer out parce qu'il est super musculaire puis fort. Il est aussi capable de t'allumer, de te knocker, c'est quelque chose qu'il fait bien, mais pas un gars actif, pas un gars qui lance beaucoup, pas un gars qui fait grand chose, un peu comme Derrick Lewis avant, j'ai l'impression, mais les évolutions que j'ai vues dans la game de Derrick Lewis récemment, ben ça le met genre vraiment favori selon moi pour ce combat-là. Donc j'ai Lewis par KO au round 2, c'est pas elle de même qui gagne là, généralement. En plus, Lewis c'est le hometown boy, Houston. Ouais. Donc, je pense que la différence de grandeur va faire la différence. Puis je pense que Derrick Lewis va gagner par KO au deuxième round. Yes, ça nous mène au prelim. Et puis, écoute, tu sais, je pense, là, je suis prêt à dire que cette carte-là est pire que l'UFC 246. Puis j'ai vraiment eu des grosses... Ouais, les prélims, là, ça... Ouais, ben c'est ça, l'UFC 46, au moins, les prelims étaient bons. Tu sais, il y avait des... il y avait ça. Ouais, c'est ça, il y avait Sodiq Youssouf, il y avait beaucoup de bons prospects que j'avais hâte de voir, puis je me disais, c'est peut-être pas les meilleurs match-ups, mais c'est des prospects qui m'intéressent au moins. Ici, je suis pas vraiment intéressé par Trevin Giles. Andrioli, j'ai l'impression que de plus qu'elle se bat, moins que c'est une prospect, là, tu sais, on sait ce qu'elle est capable de faire, on sait ce qu'elle est clairement pas capable de faire. Il y a un vrai bon combat là, sur cette carte préliminaire-là, on va y venir, mais tu sais, le reste, là, il y a des gars qui font leur début, que j'ai regardé, puis je sais pas s'il faut que je sois impressionné, mais je le suis pas vraiment. Donc, regarde, on va y aller dans l'ordre. Commencer ça avec Trevin Giles contre Antonio Arroyo. Je sais pas ce que tu penses de ça, là. Ouais, moi, ce que j'ai noté, c'est que Giles est quand même assez puissant, mais il a pas un bon cardio. Puis il a perdu son dernier combat contre Gerald Méchant. Il s'est fait soumettre par une Gatine Choke. Et aussi, il avait perdu contre Zach Cummins juste avant. Puis Arroyo, lui, il a une bonne takedown defense. Puis Giles, je pense qu'il peut s'améliorer. C'est le hometown ball. Et je pense que je vais y aller avec Giles TKO au deuxième round. Ouais, je sais pas pour la takedown defense d'Arroyo, par exemple. Il avait bien fait au contender, mais... Je voulais dire, une mauvaise takedown. Ouais, mauvaise, hein? Ouais, moi, j'avais écrit mauvaise. Ouais, parce que dans son combat contre Moonies, là, son seul combat... Écoute, avant là, que je parle de ça, juste pour te dire, je vois Antonio Arroyo, je dis, je sais qui c'est au contender, c'est nice, il va faire ses débuts dans l'UFC, je vais checker sa fiche, je me rends compte que c'est déjà battu. Je fais Chris, je me rappelle pas de ça, moi, il me semble. Pourtant, je l'avais écouté. J'ai réécouté le combat un peu, puis je m'en suis rappelé après. Ça va être un combat de merde, là. Tu sais, Moonies, là, était clairement à game de pull guard dans ce combat-là. Puis somehow, finissait toujours sur le top. Man, Arroyo, man, tu sais, manque un peu de grappling au niveau élite. Je pense pas
Giles amène ça, par exemple. Giles, c'est vraiment un drôle de match-up, ça. Parce qu'Arroyo, on s'entend debout, ce qu'il veut faire, dans le meilleur des mondes, c'est te kicker. Il veut te kicker dans les jambes, il veut te kicker dans le corps, c'est un gars qui kick. C'est ça qu'il fait. Puis principalement, il le fait assez bien. Puis je me demande comment ça va plaire, ça, dans la game de Trevin Giles, qui est pas mauvais debout. Je vois des belles affaires de lui, mais il est frustrant. Il est très frustrant parce que c'est un gars qui a l'air dédié à se battre sur le reculon. D'avoir beaucoup de mouvements, mais d'être souvent le gars qui recule pour essayer de draw son adversaire dans ses counters. Mais il cherche tellement le counter parfait, là. Genre, des fois, il y a des belles opportunités de juste toucher avec une combinaison en retour, mais il cherche toujours le counter parfait, que son adversaire est déséquilibré, puis là, va aller lander une grosse main droite, puis ça va mettre fond de combat, puis ça va être spectaculaire. J'ai l'impression que c'est un gars qui cherche le knockout, c'est un gars qui cherche pas à être efficace. Puis c'est ça qui m'énerve de lui, là, vraiment. Je pense que ce gars-là, avec ses capacités athlétiques, les affaires qu'il est capable de faire en général, le fait que c'est absolument pas un grappler, mais qu'il est capable de shooter takedown, puis le fait qu'il est gros puis il est fort, souvent il est fini pareil, puis il est pas, tu sais, il est pas bon au sol, mais s'il se met dans une position puis il prend un peu de posture puis il commence à te varger d'en face, ben même si c'est un meilleur grappler que lui, t'as pas le choix, tu sais, d'adresser ça, parce que tu vas te faire allumer si tu n'adresses pas ça. Puis aïe aïe man, je pense que je vais y aller avec Giles aussi. Pour ces raisons-là, parce que je pense que c'est le meilleur combattant des deux, c'est le gars qui a le plus d'outils dans son coffre, tu sais, les affaires traditionnelles, mais man, je sais juste pas si j'ai confiance en lui pour les utiliser, ou s'il va juste rester at range en essayant le counter parfait contre un gars qui va rester à kicking range, genre, pis qui va pas vraiment, tu sais, commit à venir se battre dans le pocket avec lui, donc aïe aïe. Je t'hésitais, je vais rester avec mon pic de Giles par décision, mais écoute, vraiment pas sûr dans ce combat-là. Ça nous mène à Lauren Murphy face à Andrea Lee. Et puis moi, je vais garder ça bien simple. Ici, là, j'ai comme l'impression qu'il y a des types de combattants qu'Andrea Lee bat. Il y a des types de combattants qu'Andrea Lee ne bat pas. Puis on aurait tendance à penser que ceux qu'elle bat pas, c'est ceux qui sont vraiment, tu sais, pas assez physiques pour elle. Mais ça a comme été prouvé wrong un peu quand elle a perdu là, assez clairement contre Roxanne Modafferi. Donc, ça me porte à croire que ce qu'il faut, c'est juste avoir plus de technique, avoir une technique plus profonde qu'elle. Andrea Lee, c'est une fille qui, je te dirais, se bat bien debout et probablement plus debout, plus technique debout qu'au sol, mais elle est pas capable de s'empêcher de shooter pour des takedowns puis juste se crisser en top control puis travailler son ground and pound. Je pense que même si c'est une kickboxeuse, principalement ce qu'elle veut faire, c'est te takedown puis travailler, tu sais, de ta half-guard ou de ta garde en ground and pound. Et ben, j'ai souvent vu Lauren Murphy, j'ai vu littéralement Lauren Murphy battre Sarah McMahon en étant genre 2 rounds et demi, quasiment 3 rounds sur son dos. Donc je pense que ça peut rendre ça intéressant, mais tu sais, Lauren Murphy, si elle est sur son dos dans ce combat-là, à se faire ground and pound, elle peut rendre ça intéressant, elle peut rendre ça serré, mais je pense pas qu'elle a la profondeur technique pour aller gagner ce combat-là contre Andrea Lee. Donc j'ai Lee par décision. Moi aussi, j'ai Andrea Lee par décision. Ouais, t'as-tu de quoi ajouter, sinon... Elle a fait un combat compétitif contre Calderwood. Je crois que... Puis Murphy, elle avait battu Romero Bonella par TKO, je pense. Ouais. Ouais. Mais Murphy, c'est comme c'est une overachiever. C'est drôle ce combat-là parce que t'as Murphy qui a fait toujours plus qu'on pense qu'elle va en faire. Pis t'as Andrea Lee que quand t'as vu, t'es genre, oh shit, elle a l'air d'une combattante élite. Pis elle est juste comme un peu en bas de ça, selon moi. Donc, t'as Murphy qui surprend toujours, pis t'as Lee qui déçoit souvent. Fait que je pense que ça rend ce combat-là plus serré qu'on pense que ça va l'être, tu sais, peut-être. Ça nous mène à un combat chez les 170 livres. Et ciboire. Alex Morono face au seul et l'unique Kaylin Chaos Williams. Qu'est-ce que t'en penses de ce magnifique combat, man? Alex Moreno, il est 6-2 dans l'UFC, puis Kaylin Williams, ça va être ses débuts dans l'UFC. Puis
Moreno, il est sur une séquence de 3 victoires consécutives. Il a battu Max Griffin, Zach Otto, Cannon Song. Ils ont quand même des bons adversaires. Puis, il a un bon jab, il a un bon buckmouth, il a un bon ground and pound, puis une très bonne guillotine. Moi, je pense que Moreno va le soumettre au premier round. Avec les guillotines. Submission guillotine premier round. Ouais, écoute, man, Moreno, là, c'est le gars, quand toutes les fois, je dis, ah, si, ben oui, Alex Moreno, ben ouais, c'est un bon petit combattant. Dans ma tête, tu sais, combattant pour 500, là, dans l'UFC, tu sais, je m'attends pas en checkant sa fiche, qu'il y a une si bonne fiche dans l'UFC, puis là, quand tu checkes sa fiche, puis tu te dis, Chris, c'est vrai, man. Ce gars-là réussit à perdre pas mal tous ses combats, pis somehow les gagner pareil. Vous rendre ça genre vraiment trop compétitif. Déjà, aïe, ça, Moreno, il est bon. Pourquoi il est en train genre d'être super compétitif avec X Fighter ou Y Fighter, puis là, bang! Finit par gagner ça. Ben, écoute, je pense que s'il y a une chance de shiner dans un combat pis d'être plus dominant, ça risque d'être ici. Parce que, basically, j'ai vu un combat là, de Caleb Williams. C'était contre un... je me rappelle plus de son nom. J'étais allé voir la fiche du gars, il était genre 17-20 en carrière. Là, donc un gars qui avait beaucoup d'expérience, mais une fiche perdante. Puis tabarnouche que ça a été dur ce combat-là pour Caleb Williams. Ça y a pris tout son petit change là, pour aller gagner ça. Puis c'est pas quoi qui me donne beaucoup d'espoir quand tu rentres dans l'UFC. Le fait que t'aies de la difficulté à battre des gars avec des fiches perdantes. Et puis, tu sais, c'est un gars qui est all power everything. Il me fait penser un peu à Brian Kelleher, mais pas avec la technique de Brian Kelleher. C'est un gars que son striking est horrible, il est dégueulasse pour vrai. Là, de ce que j'ai vu, là, c'était, tu sais, là, quand tu dis rudimentaire, là, c'est rudimentaire. Mais le gars, il est gros, il est fort, il est clairement super athlétique. Ouais, c'est ça. Tu le vois, c'est un spécimen athlétique, là, Caleb Williams. Donc, il s'en tire de même sur la scène régionale. Puis souvent, les gars qui sont clairement plus athlétiques et plus forts que tout le monde physiquement, sont les gars qui s'en tirent le mieux sur la scène régionale, même s'ils ont pas vraiment une belle game technique pour back up ça. Puis c'est très ça qu'il y a pas. Son striking est pas bon. Soit qu'il veut être genre pas tout à fait dans la pocket, mais proche de la pocket, comme ça, il y a juste un petit step à faire, puis il peut se mettre à lancer genre des power punch de façon assez reckless. Puis si c'est pas ça qu'il fait, ben il veut te coller dans la cage, puis là essayer de te muscle like un takedown, ou je te dirais qu'il aime bien genre essayer de lever le gars, puis le lancer, puis le slammer, puis ces affaires-là. Puis toutes des high amplitude, high energy, power move. Puis tu sais, il peut bien prendre Alex Moreno puis le lancer 2-3 fois sur sa tête. Je pense pas que ça va faire de quoi à Alex Moreno. Pour vrai, c'est super tough. C'est un gars qu'on a vu avoir vraiment plus de succès qu'on pensait qu'elle allait en avoir dans l'UFC. Puis moi, je pense que ça va durer un peu plus, mais je pense que ça va vraiment être un combat. Tout à l'avantage de Moreno. Je vois Williams peut-être nous montrer des belles choses en termes de survivre, en termes de se servir de son athlétisme, ces choses-là, pour se sortir peut-être de des positions fâcheuses et tout. Mais je pense que ultimately Moreno va aller chercher un TKO, là, que ce soit au 2e ou au 3e round. Je le vois pas mal gagner ça aisément. Ensuite, c'est ça le bon combat de la carte. C'est, selon moi, mon combat préféré. Je suis pas un full grand fan du main event sur cette carte-là. Donc je pense que je peux dire c'est mon combat préféré. Deux des meilleurs prospects dans la division. Deux des gars qui ont les meilleurs skill sets. Puis qui vont être des facteurs là, dans le futur. Miles Jones et Mario Bautista. Qui... Man, on dirait, avant son dernier combat, je le connaissais pas, Bautista. Je me rappelle, c'était parce contre Sandhagen. Là, je m'en rappelle. Mais... Ouais, exactement, mais il avait fait une belle performance dans ce combat-là, pareil, là, malgré la défaite. Répète ça, je t'ai pas entendu. En short notice. Ouais, là, c'est ça, il est arrivé vraiment à la dernière minute, il avait bien réagi, il avait fait des belles affaires, puis on a vu là, que Corey Sandhagen est basically un top 5 au monde là, en ce moment, et puis il a même pas encore atteint son meilleur, donc c'est de bon augure pour Bautista. Je pense que je vais quand même edger ce combat-là en faveur de Miles Jones, qui est excessivement complet, qui est capable de tout faire, qui est bien entraîné, man. Fortis MMA, c'est
pas n'importe quoi, ce gym-là. C'est, selon moi, le gym le plus en ascension en Amérique du Nord. C'est sûr que dans le monde, t'as City Kickboxing aussi, là, qu'il faut vraiment pas... ils ont 2 champions là, de l'UFC juste l'an passé, donc on peut pas les sous-estimer. Mais en Amérique, là, selon moi, c'est City Kickboxing là, qui est le plus en expansion, qui amène les combattants les mieux préparés, les combattants les plus prêts avec des bons gameplays, une bonne idée de ce qu'ils veulent faire dans le combat. Puis, on l'a vu Miles John contre Cole Smith. Capable de garder un combat debout, c'est là que son avantage est. On l'a vu avant dans son combat Contender Series contre un très bon adversaire. Que là, il s'est rendu compte que si je vais chercher des takedowns dans ce combat-là, je contrôle au sol. C'est ma manière. Et puis, il a pas peur de juste arriver puis de faire de quoi de complètement différent de l'autre combat. Si c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour gagner. Puis c'est pour ça que j'ai confiance en Miles Jones dans ce combat-là. Juste le côté game planning puis versatilité d'être capable de vraiment tout faire dans la cage, puis je pense que c'est ça qu'il va faire, ben c'est qui? Moi, j'ai le Miles Jones par décision, moi aussi. Vraiment, ça, c'est un bon fight, man. Pour vrai, là, c'est quoi qui m'excite sur cette carte-là, c'est ça. Fait que, manquez pas ça. Je pense que c'est le premier combat, en plus des prelims, là, ça va jouer à 8h pile à TV. Fait que manquez pas ça. Ça nous mène sur Fight Pass, parce que, ouais, il y a encore des Fight Pass prelims et pay-per-view. Et puis, Domingo Pilarte, nul autre que Domingo Pilarte, affronte Journey Newson. Qu'est-ce que t'en penses de ce magnifique match-up? Newson, lui, il a perdu contre Ricardo Ramos. J'avais trouvé qu'il avait quand même des bons leg kicks, des bons coups de pied renversés, quand même des bons scrambles. Aussi, je l'avais trouvé tough. Il a vraiment encaissé des spinning back kicks de elbow de Ramos. J'avais trouvé ça impressionnant. Puis Pilarte, lui, il a des bons kicks au corps. Je trouvais que son style ressemblait beaucoup à Luke Rockhold. Il ne saute pas. Il n'a pas la meilleure défensive, par contre. Dans le Contender Series, il a battu Vince Morales avec un rear naked choke. Puis dans l'UFC, il a perdu contre Felipe Colares. Moi, je vais y aller avec Journey Newson par décision. Ouais, Pilarte, il me rendait perplexe un peu parce qu'il a battu Vince Morales. J'étais genre, ouais. Non, mais il est pas bon, lui. Puis tu sais, il est comme pas full gagner ce combat-là. Puis wow, un moment donné, il a sorti un choke puis il a gagné ce combat-là, mais... Endormi. Ouais, il a endormi raide, hein. Mais non, c'est ça. Là, j'étais pas sûr. C'est là, ben, tu sais, Chris, là, je vois Vince Morales avoir du succès, on s'entend, là. Pas d'énormes succès, mais quand même battu Eamon Zabi, il a eu des bonnes performances dans l'UFC. Je pense même son dernier combat, il a perdu par décision partagée, mais comme j'avais vraiment la décision en sa faveur là, de son dernier combat. Donc, tu sais, un gars qui est 1-2 dans l'UFC, mais je pense qu'il devrait être 2-1. Fait que là, je me disais, ah ben, tu sais, Chris, et Domingo Pilarte qui l'a battu, il doit quand même être bon, tu sais, on le fait même. Puis là, il arrive. C'est pas contre Felipe Colares, man, qui était le gars que John underestimatait le plus dans toute l'UFC. Pis, c'est que Colares, il a collé ça à Reims, le takedown, le dominé au sol, man. C'était quasiment à 3-18, là, ce combat-là. Pis, contrairement, justement, à Journey Newson qui arrive sur super short notice, que le monde soit là, ouais, ça, vous allez voir, là, c'est vraiment, là, c'est un boxeur, là. Ça, c'est vraiment un boxeur, là. Le gars, il veut boxer. Le gars, il arrive à l'end des spinning back kicks, kick à côté, des jumping back take pis tout. Genre vraiment bon ça. Il a l'air d'avoir une bonne base dans tous les aspects des arts martiaux. Et est un bon boxeur qui a pris des pro fights ici et là. Qui a quand même pas de mauvaise fiche en boxe. Donc, tu sais, je pense que Journey Newson, en plus, Pilarte, tu dis, tu fais un peu passer à Luke Rockhold. Moi, je pense que ça peut être un match-up un peu similaire à un Ricardo Ramos. Genre de gars qui, tu sais, il est gigantesque, là, pour un 135 livres. Pilarte mesure genre 6 pieds pis tout. Fait un genre de gars fait vraiment grand, vraiment long, qui veut te stalker par l'avant. Pis qui est vraiment à game, là, de lancer des spinning backfists, des esti de niaiseries de même, s'il y a à faire ça. Pis qui est principalement un striker dans ce combat-là. Et d'après moi, Newson va avoir l'avantage si ça touche le sol. D'après moi, pas mal n'importe qui va avoir l'avantage contre Pilarte si ça touche le sol. Et puis je pense même que Journey peut avec son style qui est quand même assez intelligent debout, aller gagner ce combat-là. Puis moi, j'ai de l'espoir, je te dirais, à Journey Newson. C'est quelqu'un, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans son début. C'était short notice et tout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire avec un full cam contre un adversaire qui est vraiment...
vraiment plus facile à affronter, je te dirais, qu'un Ricardo Ramos, là, qui est un complet crise de monstre qui est rendu à 145 livres puis qui démolit autant du monde là qui est démolissé à 135 livres. Donc, j'ai Johnny Newson par décision ici. Bon, mais en tout cas, j'ai perdu la connexion avec Carl, là, fait que je vais faire les 2 derniers combats sans lui. Et nous, je pense pas qu'il y avait grand chose à dire sur André Ewell contre Jonathan Martinez. Basically, les deux sont vraiment à poche. Mais dans le fond, André Ewell est vraiment en poche dans tout ce qui est grappling. Il est capable, s'il va chercher le top, il est capable de faire des belles choses. On l'a vu se faire out-grapple là, en dessous par Nathaniel Wood puis d'autres gars comme ça. Puis c'est vraiment ça le game plan si tu veux battre André Ewell parce qu'il a quand même un bon range debout. Il est pas pire. Il va chercher ses... travaille bien derrière son jab. Va chercher ses techniques. C'est quelque chose qui fait quand même bien, je vous dirais. Mais si t'es capable de disrupt tout ça avec un takedown, c'est de même que tu vas être en mesure de le battre. Je sais juste pas si Jonathan Martinez a ça dans lui. C'est un gars qui lui aussi va préférer échanger debout, je vous dirais en général. Donc, ben, j'ai André Ewell par décision pour cette raison-là. Et le premier combat de la soirée, le dernier duquel on va parler, c'est un combat de débutant chez les 145 livres. C'est super short notice ça aussi. Austin Lingo affronte Youssef Zalal. Et puis... combat qui est plus intéressant qu'il pouvait en avoir l'air, là, je vous dirais à première vue. Austin Lingo vient de Fortis MMA, un gym que j'ai vanté, là, genre quelques minutes, même pas. Youssef Zalal, pour sa part, vient du Factory X Muay Thai, un autre très très bon gym avec le coach Mark Montoya, puis des gars comme Anthony Smith et compagnie, Yann Heinisch, dans ce gym-là. Donc... ben, je sais pas, pour vrai, je pense que Zalal est probablement le combattant le plus habile des deux debout. On travaille bien derrière son jab, a des bonnes jambes quand même aussi, contrairement à Lingo qui semble plus être un brawler là, debout, quelqu'un qui veut inciter un échange parce qu'il semble être assez habile pour trouver un counter ou une combinaison en échange qui vient mettre un terme au combat. Le problème que j'ai vu avec Zalal, cependant, et le fait que je vais favoriser Austin Lingo ici, c'est que j'ai vu Youssef Zalal se faire takedown et être un peu pris en dessous de ses adversaires. Puis Safe Sayod et son team au Fortis MMA sont juste vraiment trop intelligents pour ne pas avoir vu ça. Donc je pense qu'Austin Lingo va vraiment essayer d'aller chercher un takedown ici. Puis je pense qu'il est en mesure de finir son combat-là au premier round par soumission. Si la situation se présente. Donc ça va être ça, nos analyses et prédictions complètes de la carte de l'UFC 247. Malheureusement, la vidéo a chié là, midway dans le stream quand il y a eu des petits problèmes de connexion pis tout. Fait que ça va être audio, garde ça, real guys, mais c'est de même, puis ça sera mieux la prochaine fois. Puis laissez-moi un like, là, si vous avez aimé ça, laissez-nous un commentaire aussi pour nous faire part de vos crises de prédiction pour cette carte-là qui m'excite vraiment pas. J'ai hâte qu'il y ait une carte qui m'excite cette année. C'est pas le cas avec celle-là. Bref, c'était nos analyses et prédictions complètes. Merci d'avoir été à l'écoute et on se parle une prochaine fois.